Bonsoir messieurs, François Ruffin, vous êtes député de la première circonscription de la Somme. Vous siégez maintenant avec le groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Vous êtes également porte-parole du mouvement Picardie debout. Vous êtes aussi journaliste et documentariste. Vous avez sorti votre dernier film Au boulot au début du mois de novembre, je ne sais plus en quel novembre. Ouais. Que vous avez co-réalisé avec Gilles Perret. François Ruffin, si on vous a invité, c'est en partie pour parler de votre film. Mais avant de passer à la suite, on va regarder la bande-annonce de Au boulot. Alors François Ruffin, on vient de voir la bande-annonce de votre documentaire. Vous diriez que Au boulot, c'est quoi? C'est un film sur la dignité des travailleurs ou sur l'indécence des riches? Et attention à la réponse. En même temps, c'est les deux, est interdite. D'abord, c'est une comédie documentaire. Donc moi, je tiens beaucoup au ton qu'on utilise. C'est-à-dire le ton, c'est celui de la joie. Je le dis parce que je pense que notre pays traverse un temps de dépression et c'est peut-être le mot dépression qui traduit le mieux l'état d'esprit aujourd'hui. Et se dire qu'on arrive à rassembler les gens, à montrer une France humaine et fraternelle et à faire qu'ils en ressortent avec un mélange de colère et de joie, c'est un moteur pour que les gens se mettent en mouvement. Donc d'abord, pour nous, pour Gilles et pour moi, ça a été une comédie. En fait, on avait ce film, on l'avait avant la rencontre avec Sarah Salman. On l'avait pendant la crise des retraites, puisque avant, on avait fait un film qui était Debout les femmes pendant la crise Covid. Et au cœur de ce film, le président de la République déclarait « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Je connais très bien mon Macron de gauche parce qu'il dure 15 secondes. Quoi. Et donc, à la sortie de ça, on n'a ni reconnaissance ni rémunération, on a au contraire l'inflation qui vient grever les petits salaires et les retraites, 64 ans, qui pèsent d'autant plus sur les métiers physiques et populaires. Et avec Gilles, on se demande comment on fait pour faire un film sur ce que nous racontent les gens. Les gens, finalement, ils nous parlaient moins de leur retraite que leur travail, de comment ils aimaient leur métier, mais comment ils n'aimaient pas comment on leur faisait faire leur métier, comment ils vivaient difficilement leur travail, et comment aussi ils le vivaient mal, avec des inaptitudes et ainsi de suite. Et donc, on décide de faire un film sur finalement la fierté et les difficultés, la dignité et la dureté du travail, les deux à la fois. Quoi. Vous dites que vous voulez que les gens se mettent en mouvement, donc on sent qu'avec le personnage de Sarah Salman, vous voulez montrer un peu comme une sorte de lutte des classes entre une grande bourgeoise héritière en plus, donc sous-entendu qui ne travaille pas, avec effectivement des travailleurs. Donc ça c'est sûr, vous mettez en avant le travail qui d'habitude n'est jamais montré. Mais par contre c'est vrai que pour le coup, le côté lutte des classes, c'est un peu plus complexe parce que Sarah Salman, par exemple, forcément, il n'a pas un rapport avec une hiérarchie, il n'y a pas de rapport de force avec le patronat. Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas forcément cette place pour la lutte, pour les syndicats, pour ce genre de... D'abord, je vais vous demander, est-ce que quand vous avez vu le documentaire, est-ce que vous avez ri? Est-ce que vous avez été ému? Et je pense que ce sont des choses qui comptent quand on va voir un film. Je ne dis pas le contraire, Non, mais je le dis. C'est une question que je me suis posée. Je vais vous répondre, mais quand on va voir un film, on va d'abord voir un film. Et l'aspect pédagogique, nous on cherche avec Gilles à ne pas mettre des économistes, des sociologues, des politistes à l'intérieur. C'est la première chose. La deuxième chose, si dans le fil de notre tournage, on avait eu une lutte et on aurait volontiers amené Sarah Salman sur un barbecue de la CGT avec des pneus qui brûlent derrière, vous voyez? Mais le fait est que, ça va être triste ce que je vais vous dire, mais la lutte aujourd'hui est l'exception. La lutte, ce n'est pas l'ordinaire des travailleurs. Le travailleur qui est conscient d'appartenir à une classe et de devoir lutter contre le capital et qu'il subit une exploitation, que voilà où va l'argent et qui va se mettre en grève contre ça, je suis désolé, aujourd'hui, ça n'est pas l'ordinaire. La présence des syndicats à l'intérieur des entreprises, dans le secteur de l'aide à domicile, vous voyez, ce n'est pas la règle. Donc soit on décide d'aller chercher ça, soit si on se dit je vais voir ce que je vais rencontrer, on ne tombe pas dessus naturellement. Alors ensuite, il y a un choix quand même qui est fait, c'est de penser que c'est pas forcément un film sur les luttes qui va être le meilleur film de lutte. C'est-à-dire que moi j'ai fait Non, mais dans le sens où c'est même pas évoqué, disons, dans le sens où, voilà, ce que je disais, il y a des scènes où Sarah Salman rigole avec la hiérarchie, où donc on sait bien que l'objectif, c'est pas elle ressentira jamais la précarité, l'angoisse de quelqu'un qui travaille vraiment. Je sais bien que c'est pas l'objectif du film, mais quand même, c'est vrai que pour le coup, il n'y a pas ce rapport-là, c'est quelque chose que je trouve qu'il n'est pas abordé. Effectivement, c'est pas le sujet du film. Mais... Puis au-delà de ça, finalement, les patrons que vous montrez, c'est des patrons qui sont plutôt sympas. Et il y a même ce patron de la poissonnerie qui, lui, nous dit la réforme des retraites. Mais c'est très intéressant, justement, d'avoir un patron qui l'exprime et qui dit, moi, la retraite à 64 ans, c'est pas possible. Avec les travailleurs que j'ai, ils seront déjà cuits physiquement. Mais c'est vrai que il n'y a pas la lutte des classes au sein même de l'entreprise. Il n'y a pas Bernard Arnault, cette fois-ci, dans le film. C'est ça que vous regrettez. Vous voulez proposer donc, non, mais vraiment, en un sens... D'ailleurs, c'est un sujet. Je pense que le film de lutte,
ou de classe, ou le film engagé, il doit réussir à montrer les deux univers. Parce que si on ne montre que l'univers des pauvres, ou des salariés, ou des modestes, sachant que les gens n'aiment pas qu'on les appelle pauvres en vérité, il manque l'effet de contraste. Il manque l'inégalité, il manque le sentiment d'injustice. Donc il faut réussir à montrer l'autre univers. Et de fait, l'autre univers, là, il est moins montré par un grand patron. On a un souci, c'est qu'aujourd'hui, le capital est devenu invisible. En fait, on a deux invisibles qui se font face. On a les invisibles d'en bas, qu'on invisibilise, mais c'est peut-être pas notre principal souci, en fait, politique. Peut-être que notre principal souci politique aujourd'hui, c'est comment on rend visible le capital, où va l'argent, les décisions des actionnaires, mais qui sont-ils? Et je pense qu'il y a un gros sujet pour rendre ça visible. Et évidemment, le choix qui est fait dans le film, c'est que la figure qui incarne ça soit Sarah Salman. Et je dirais que c'est pas centré non plus de manière très agressive à son égard, loin de là, mais rien que quand on fait les salles de cinéma, quand on tourne dans les bleds, et que les gens ils découvrent que le croque-monsieur il est à 54 €, que la veste est à 2 980 €, que le sac il est à 20 000, que la montre est à 50 000. En fait, ces chiffres-là suffisent à se dire mais bon sang, dans quel monde ils vivent? Mais justement, c'est une question que je me suis posée en voyant le documentaire. C'est à qui vous avez pensé lorsque vous l'avez réalisé? Est-ce que c'est un film pour les travailleurs laborieux qui sont de fait, en fait déjà convaincus de ne pas être désassistés? Donc un film plutôt catharsis pour eux, où on voit justement une bourgeoise souffrir, rester sans voix devant les histoires et en prendre plein la gueule parce qu'on lui dit que ce qu'elle dit à la télé, ça a des conséquences? Ou alors c'est pour essayer de convaincre ceux qui pensent que l'assistanat est réel et qu'en réalité que c'est un mythe? À qui vous avez pensé? C'est aussi une question qui revient dans le chat. À qui c'est destiné? Le premier public, je vais vous le dire, avec égoïsme, c'est moi. Je fais un film d'abord pour me créer une parenthèse de beau et de chaud dans une vie politique qui peut être rude et dure, pour donner à voir une France humaine et fraternelle, pour vivre un beau moment moi, et en espérant que le beau moment que je vis, je parvienne à transmettre quelque chose de beau et de chaud aussi pour le spectateur. C'est la première chose. La deuxième chose, je le fais pour les gens qui sont à l'écran. Je le dis de la même manière que jusqu'au 19e siècle, la peinture, il y a les rois, les reines, les figures bibliques, le Christ, la Vierge Marie. À partir du 19e siècle, on fait rentrer la laitière, on fait rentrer les raboteurs dans la peinture, des figures populaires qui se mettent en grand dans un art noble. Bon, et bien avec Gilles, on essaye de faire pareil et de mettre les gens en grand sur grand écran. Et du coup, il y a Sarah Salman. Mais il y a Sarah Salman comme fil conducteur. On peut revenir sur l'usage qu'on fait de Sarah Salman. Et il y a aussi des gens qui accompagne Sarah Salman dans sa levée de préjugés. Qu'est-ce que c'est Sarah Salman? Parce que malheureusement, si les préjugés de Sarah Salman étaient ceux de elle personnelle ou de la grande bourgeoisie, on serait tranquille. Le souci, c'est pas celui-là. C'est que pour qui mène campagne en terre populaire, la question des arrêts maladie parce que c'est des feignants qui ne veulent pas se lever, la question de l'assistanat est quelque chose qui est récurrent et qui est peut-être le principal obstacle aujourd'hui à un vote de gauche quand on traîne dans les campagnes. Bon. Et donc, en accompagnant les préjugés de Sarah Salman et en les levant moins par des raisonnements, par de la dialectique, par des statistiques, mais en les levant parce que si tu dis assistanat, bah c'est le visage de Nathalie, c'est le visage de Dominique, c'est le visage de Sylvain, c'est leur existence, bah, ça rend... On passe du concept à quelque chose de concret. C'est à eux que tu le dis. Bon, et de fait, bon, Gilles, qui est plutôt dans la France en haut, puisque lui, il est en Savoie, Gilles a dans ces salles là-bas des gens qui viennent lui voir en disant « Ouais, bon, avant, j'utilisais le mot assistanat, mais je vais me corriger. » Bon. Et ensuite, je veux le dire, le public auquel je m'adresse, c'est celui qui est dans mes salles de cinéma massivement, c'est la classe intermédiaire, c'est la gauche cultivée, un peu plus que la moyenne. Bon, et pourquoi? Donc déjà un peu convaincu. Ouais, mais c'est pas le souci. Dominique Sceaux, il est à la radio tous les matins, d'accord? Et il fait sa chronique, sans doute auprès de gens qui cherchent à convaincre tous les matins. On a des gens, la gauche aujourd'hui, en particulier, je le disais, la dépression, c'est des gens qui sont découragés. C'est des gens qui baissent les bras. C'est des gens qui peuvent se sentir abattus. Ils ont un moment de communion. Ils se retrouvent ensemble dans un film. Ils rient ensemble. Ils pleurent ensemble. Ils éprouvent de la colère ensemble. Ils se sentent portés à nouveau vers quelque chose. On les remet en mouvement. Donc ça, c'est un enjeu. Il y a un deuxième enjeu, c'est moi, je fais un manifeste politique aussi, discrètement. Je ne fais pas de grands discours à l'intérieur. Mais c'est quoi mon manifeste politique? C'est de dire, la gauche, c'est le travail. C'est, alors de la même manière que le Parti communiste d'après-guerre avait héroïsé les mineurs de fonds, les métallos, en disant « c'est vous qui reconstruisez le pays », pour moi, il y a un devoir de la gauche d'aujourd'hui de venir dire aux caristes, aux manutentionnaires, aux auxiliaires de vie, aux caissières, c'est vous qui tenez le pays debout. C'est le sens de la scène de fin, par exemple. Voilà, et c'est de le faire non pas seulement en disant « le SMIC a mis 600 €, mais le faire en donnant des noms, des prénoms, des noms de lieux, des noms de métiers, des conditions de travail particulières, de manière à ce que les gens se sentent incarnés. Et enfin,
je veux dire, le sujet du film aussi, c'est la France rassemblée. C'est de faire que sur la scène de fin que j'ai pas envie de dévoiler, mais enfin, on a Élie, le paysan du Morvan, Louisa dans sa tenue traditionnelle algérienne, on a Sylvain, l'ouvrier accidenté, charpentier, et on a Haroun, le cuisinier afghan, qui a franchi 17 frontières pour arriver en Picardie. Vous voyez ce que... Oui, que vous avez envie de célébrer. Du coup, je crois que Bolchevique voulait. Oui, en fait, parce que moi, ça me pose une question, parce que j'ai eu le rapport à la promo, en fait, aussi du film, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, parce que moi, par exemple, il se trouve que j'ai travaillé en EHPAD de nuit, et quand j'ai vu les séquences qui passent à la télé, où Sarah Salman pleure en voyant ce que c'est la condition, etc., moi, j'ai eu vraiment une vraie réaction presque de revanche, et j'ai vraiment ressenti un truc, et je suis hyper d'accord avec ça. Mais d'un côté, j'ai aussi vu la réaction sur les plateaux, et comment le film pouvait être pris à ce niveau-là dans les salles, je ne sais pas exactement, dans les tournées, etc., où j'ai par contre l'impression de retrouver un peu l'inverse, une forme d'héroïsation aussi, mais qui n'est pas justement l'héroïsation qu'il pouvait y avoir au Parti communiste à un moment donné, qui est un peu, des fois, celle des applaudissements à 20h pour les soignants et les premiers de corvée, etc., pendant le Covid. Et j'ai l'impression que ça génère aussi ça. On va dire dans la bourgeoisie de plateau. Et là, justement, c'est peut-être pas volontaire, mais j'ai l'impression que ça parle aussi à ce niveau-là et sur ces plateaux-là pour ça, parce que justement, on aime bien voir des gens qui sont durs à la tâche et on les glorifie, alors que c'est pas ça qui remplit le frigo, c'est pas ça qui améliore les conditions de vie, le management et tout, et qui est pas ça dont j'aurais eu besoin, moi, quand je bossais en EHPAD la nuit. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Ce que tu dis d'abord, je me permets le tutoiement, sur... le côté revanche sociale. Il est évident qu'il y a ça qui fonctionne chez les gens qui reçoivent Sarah Salman. On la met au boulot, on lui a fait nettoyer les toilettes, on lui fait porter des seaux d'aliments pour les vaches, et ainsi de suite. Et aussi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du droit de réponse. Parce que finalement, ce sont des gens qui sont parlés plus qu'ils ne parlent. Et pour une fois, ils sont là, elle descend de son piédestal, elle y va d'égal à égal, et on peut, sans agressivité, on n'est pas sur Twitter, d'accord ? On est dans la vie ordinaire, donc, mais avoir un droit de réponse, c'est-à-dire ce que tu racontes sur la retraite à 64 ans, ce que tu racontes sur les arrêts maladie, ce que tu racontes sur les inaptitudes, ce que tu racontes sur l'assistanat, enfin, c'est de la merde, quoi. Et il y en a qui ne se privent pas pour lui dire. Ensuite, moi, je pense que je ne suis pas contre les applaudissements à 20h. Par contre, les applaudissements à 20h, ils doivent être suivis d'effets. Je suis d'accord pour qu'il y ait un travail sur la reconnaissance spirituelle, mais ça doit être doublé d'un travail sur la reconnaissance matérielle. Et je pense que tu fais allusion à une séquence qui est de quelle époque, quand tu dis voilà la bourgeoisie de plateau télé. Oui, mais je pense qu'en direct sur quelle époque, je réponds. Et je dis ok, je réponds en disant ok, donc à quelle époque il y a Louisa qui est célébrée, à mon avis à juste titre, qui est applaudie, tout le monde est très ému par cette auxiliaire de vie qui vient de Saint-Étienne, qui explique comment elle aime son métier. Mais en revanche, au moment où je dis bah voilà, il faut mettre 10 milliards, ah bah non, mais attendez, vous avez vu, on a déjà du déficit dans le pays. Et donc en fait, j'entendais le débat d'avant sur le droit à l'avortement, sur lequel on reviendra peut-être, mais en fait, on a un fossé permanent aujourd'hui entre les fins qu'on prétend poursuivre et les moyens qu'on met en face. Mais voilà, donc moi je suis à la fois pour le fait qu'il y ait une reconnaissance spirituelle de ces métiers. Par ailleurs, faire ce film, même si ça s'adresse à la classe intermédiaire, dire à la classe intermédiaire, solidarisez-vous avec les classes populaires, plutôt que de vous en désolidariser, soit parce qu'ils sont d'origine immigrée, ça c'est côté extrême droite et on les aime pas, soit parce que ce sont des racistes supposés, ça c'est côté gauche et donc on les aime pas. Et donc il y a un travail de désolidarisation qui s'effectue aujourd'hui entre les classes populaires et la classe intermédiaire. Venir avoir des objets qui proposent de les solidariser, de les héroïser, j'y suis favorable. Je peux expliciter un petit truc aussi par une autre référence, c'est que le côté, ce vrai kiff en fait de se dire les bourgeois qui vont récurer les chiottes, ils vont faire les boulots pénibles, ça leur fera pas de mal, etc. T'as ça dans Le droit à la paresse, qui est une autre référence, tu vois, dans le même genre, de Paul Lafargue. Il y a vraiment des passages, moi ça me fait toujours penser à ça, parce que quand je l'avais lu, ça m'avait fait délirer le fait qu'il y ait ça dans pourtant un gros texte, tu vois, marxiste de base et tout, mais qui est un peu marrant, un peu satirique, et je retrouve ce truc-là. Mais ça accompagne quoi ? Ça accompagne un discours qui est justement le discours de on va avoir des nouveaux droits sociaux, on va baisser le temps de travail, on va améliorer les conditions de travail, et moi j'ai un petit peu peur que justement cette glorification du travail, elle aille aussi bien aux bourgeois de plateau parce qu'ils aiment bien en fait glorifier les gens qui travaillent et parce qu'ils adorent les faire travailler beaucoup, etc. Tu vois, s'il n'y a pas le truc qui va derrière, ça leur coûte pas cher de les saluer. Ouais, c'est ça, ça leur coûte pas cher d'avoir un peu une empathie pour eux, moi, je pense qui est peut-être sincère. Moi, je pense que c'est le premier niveau de la bataille.
Le premier niveau de la bataille, c'est la bataille culturelle. Comment tu veux qu'on arrache statut et revenus, salaire et horaire pour les auxiliaires de vie? Par exemple, si les auxiliaires de vie n'existent pas dans l'espace public, Ça, je suis d'accord. non mais voilà, mais donc si leur métier est dénié, si on ne considère pas que c'est un véritable savoir-faire, s'il n'y a pas des figures qui émergent, d'accord? Et donc en fait, pour moi, la bataille culturelle est la première étape, mais qui doit se doubler derrière d'une guerre budgétaire. Et ceci dit, le souci de tout ça, c'est qu'on n'y arrivera pas seulement par des bonnes volontés extérieures. C'est la mobilisation des travailleurs eux-mêmes. Hein, l'émancipation, c'est ça. Et donc, c'est comment on a les auxiliaires de vie qui attendent pas que ça vienne seulement de l'extérieur, mais qui se mobilisent pour dire, voilà, nous, on veut statut et revenu, on veut salaire et horaire, quoi. Juste, François Ruffin, parce que ça doit être quelque chose, vous le disiez tout à l'heure, qui est beaucoup revenu quand vous faites les différentes tournées, et qui est évident quand on sort de ce film, c'est pourquoi le choix de Sarah Salman, parce qu'en même temps, on comprend bien qu'elle est tellement énervante et qu'elle crée tellement une opposition que du coup, ça fait une réaction, mais on se pose aussi des questions au moment du film. Moi, je me suis beaucoup demandé pourquoi, quand elle est dans cette espèce d'afterwork bourgeois, on ne sait pas trop exactement d'ailleurs ce qu'ils font tous là, et qu'il y a une dame relativement âgée et qui dit en rigolant qu'elle se fait entretenir par son mari, pourquoi à ce moment-là, est-ce que vous dites pas ou vous confrontez pas, vous la confrontez pas, mais finalement, est-ce que c'est pas elle l'assister? Il y a eu des moments comme ça où le fait que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois, Loumi, que c'est une grande héritière, voilà, son père est chirurgien, si je dis pas de bêtises. Et il dit tout autant de conneries. Hein, oui, voilà, et il est réputé pour les bêtises qu'il dit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces moments-là où finalement vous la mettez face à vos contradictions? Et dernière petite question pour aller au bout quand même, moi je me suis demandé à quel point est-ce que c'était pas un adversaire politique faible, entre guillemets, parce que sa pensée politique, elle fait preuve d'une ignorance assez crasse. Enfin, je veux dire, elle dit qu'elle ne sait pas cuire un œuf pendant le film. Et du coup, je me suis dit, mais qui lui donne la parole à cette dame et pourquoi on continue de lui donner la parole? Alors là, évidemment, je pense plutôt à CNews et à d'autres chaînes comme ça. Pourquoi quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas de poils chez elle et qu'elle ne sait pas cuire un œuf, on lui donne la parole? Alors, moi, je dis toujours que c'est plutôt elle qui m'a choisi que moi qui l'ai choisi. Parce que, en fin de compte, des amendements Vie ma vie, j'en ai balancé par paquet à l'Assemblée nationale, à Bruno Le Maire, au ministre de l'Éducation en disant qu'il faudrait commencer par aller en collège REP, au ministre de la Santé en disant commencer par aller en EHPAD, au ministre de la Justice en disant aller en prison, tout ça comme stagiaire, hein, je précise. Mais, et jamais ils ont mordu, je l'ai fait sur des plateaux télé à des grands patrons, enfin voilà. La première qui mord un petit peu à l'hameçon, c'est Sarah Salman. Évidemment, quand il y a ça, et que moi je sais qu'avec Gilles, on a ce projet d'aller faire un truc qui s'appelait Notre France, Errance dans notre France, quelque chose comme ça, à la rencontre des métiers populaires, qu'on a applaudi, mais que nous, on ne veut pas oublier, qu'on veut remettre sur le devant de la scène, dont on veut reposer les questions derrière de salaire, d'horaire et ainsi de suite. Bon, ben je me dis, j'ai un fil pour mon récit, j'ai un déclic, j'ai quelque chose qui va permettre de faire marrer les gens. Tu sais, c'est la phrase de Bobby Lapointe, non, Marcel, c'est toi la plus belle, qui chante « J'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie, youpi, youpi ». Bon, ben moi, j'ai fantaisie de mettre dans ma vie un petit brin de fantaisie et j'ai fantaisie de remettre dans la vie des spectateurs. Je dis comme ça, comme on est sur un plateau bien de gauche et que je pense que vous êtes sensible à ça, comment faire militant sans être chiant? Je veux dire, c'est ma question, moi, depuis 25 ans. Comment je trouve la forme qui va me permettre de faire passer du fond, d'attirer les gens, d'instruire et divertir, comme disait Molière, mais voilà. Et donc, là, je sais que avec elle, j'ai un point. Ah bah Ensuite, quand elle débarque en talons pour livrer des colis, oui, là, c'est sûr qu'on se marre. mais ben voilà, On ben se très demande bien. presque Ben, si vous lui avez pas on s'interroge sur le fait, est-ce que vous lui avez pas demandé finalement de venir en talons aiguilles? non, non, Parce non. que ça paraît vraiment improbable. Bon, ben voilà, c'est improbable, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses improbables. Ensuite, sur l'assistanat. Je pense que là, vraiment, sur ce point-là, est-ce que vous avez pensé ça? Vous avez pensé, mais est-ce que c'est pas elle l'assister? Mais pourquoi vous pensez que vous êtes plus intelligente que votre voisin dans le fauteuil d'à côté? Je pense que tous les gens qui assistent à ça se disent, mais bon sang, les assister, c'est cette grande bourgeoise qui dit qu'elle est entretenue par son mari et qu'elle revient de Marrakech. Je veux dire, tout le monde le pense. Ouais. En quoi j'ai besoin de venir dire moi, mais finalement, est-ce que vous n'appartenez pas à la grande bourgeoisie? Est-ce que c'est pas vous les vrais assistés? Tu vois, d'autant que j'ai déjà mis un petit coup au départ. Puisque au départ, quand on est au Plaza Athénée, je commence par ça en disant, mais attendez, là, il y a une harpiste, t'es accueilli à l'entrée, on vient de servir, tu te rends pas compte que t'es... Oui, ça déclenche un fou rire même de sa part. Est-ce que tu vois, en disant, tu te rends compte que t'es quand même une assistée, parce qu'à la CAF, il n'y a pas ça. Bon, et Oui, donc mais si tu veux...
Là, c'est l'assisté. Dernière question. Après, la- on passe à la suite. Ouais. Choisissez-la bien. Non, on peut passer à la suite. Bah, on- eh ben, justement, Non, dernière question. avant de passer à l'actualité politique nationale, on va parler de votre actualité, François Ruffin, parce que demain, vous vous retrouvez dans un tribunal avec Bernard Arnault dans l'affaire dite Squarcini et le VMH. Donc, Parce que je veux dire, I love Bernard, ça fait maintenant des années que moi que j'attends mon grand amour. mais quoi. justement, eh ben, vous qui êtes un grand bavard, on vous lance un défi de nous résumer en 2 minutes de quoi il s'agit. C'est quoi cette affaire Squarcini qui est quand même très très complexe Non, pour elle est les pas gens du qui tout- nous regardent. Excusez-moi, mais elle n'est pas du tout complexe. Et je me permets, il y a des papiers, très longs papiers dans le Financial Times pour expliquer ce qui se passe. Et je suis confronté à un relatif désintérêt de la presse française, ce que je ne comprends pas. Je vous assure, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Bernard Arnault, au moment où on tourne Merci Patron, décide de missionner Bernard Squarcini et par une cascade de sous-traitance, on va avoir en vérité 3 sociétés d'intelligence avec beaucoup de guillemets parce qu'ils vont faire preuve d'assez peu d'intelligence, qui vont venir espionner Fakir, où on va avoir 2 infiltrés à l'intérieur, tout ça pour un budget de 2 millions d'euros, sur notre dos, d'accord? Moi, du coup, je me demande ici qui est la top à l'UMA, quoi. Voilà, qui est l'infiltré? C'est Théo. C'est moi, désolé. Il est tout Non, drôle. J'avoue tout. Ils nous ont mis 2 infiltrés sur le dos. Maintenant, je vais vous dire, je pense que je suis le versant rieur, joyeux, rigolo de cette affaire-là et de ces affaires-là. Parce que, au fond, j'ai de la chance, moi. J'ai pas de publicité de LVMH. J'ai pas de hiérarchie qui peut me mettre la pression. J'ai pas de femme sur lesquelles on pourrait venir me chercher une affaire d'adultère. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a depuis 40 ans que Bernard Arnault fait des affaires. Depuis 40 ans, il recourt à des sociétés d'intelligence, des détectives privés, et ainsi de suite. Ça s'est vu, la famille Louis Vuitton, au moment où il a voulu racheter, il avait planqué des micros dans tous les sens. Mais dernièrement, il y a 10 ans, ce qui est arrivé à Benoît Duquesne et à Tristan Valex au moment de leur tournage sur L'homme qui valait 30 milliards, aujourd'hui il en vaut 190 milliards, hein, pour petite parenthèse. Mais là, on est dans quelque chose qui est tragique. Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'il décide de faire à ce moment-là, Monsieur Arnault, via Monsieur Squarcini? Il décide d'aller ouvrir des chantiers sur Benoît Duquesne. 2 chantiers. 1, regardez s'il y a eu du harcèlement moral sur des salariés de complément d'enquête. 2, regardez s'il y a des affaires d'adultère, pour lui mettre la pression. Il monte des faux, puisqu'il dit que Tristan Valex a distribué des liasses de billets à des ouvriers en Roumanie et qu'on a les photos, ce qui se révélera absolument faux. Il monte des faux dossiers d'extorsion de fonds en disant que Tristan Valex ou Benoît Duquesne sont allés à Bordeaux pour des opérations de chantage. On découvrira qu'en fait, la photo qui a été prise par des filatures menées par les services de LVMH, ce sont en vérité la Télématin qui fait un reportage sur le cirque de Pékin. Enfin, on a ça constamment au fil du tournage, qui fait que c'est un tournage qui se déroule sous pression, que Benoît Duquesne met en cause son journaliste, que ça se tend entre eux, jusqu'à la séparation de Benoît Duquesne dans le cours du tournage, jusqu'à Benoît Duquesne qui se retrouve à la fin juin au moment d'un séminaire avec ses salariés, Tristan Valex décriait un homme ravagé physiquement et psychiquement, et jusqu'à une semaine après cette scène-là où Benoît Duquesne vient de dire « Écoute, on a enquêté ensemble sur le financement libyen de Sarkozy, on a enquêté ensemble sur le compte en Suisse de Cahuzac, mais cette fois-ci avec LVMH, on a affaire à des vrais méchants. » Et 2 semaines plus tard, il est retrouvé mort. Je veux dire, voilà, je suis en pleine santé, je suis joyeux, j'ai pas de, mais voilà ce que sont capables de faire les puissances de l'argent sur la presse. Alors- Et c'est vrai que moi, je suis quand même, on sort ça, et je suis stupéfait par le silence. Donc demain, on a Bernard Arnault, on a la chance de l'avoir, puisque j'ai 2 Bernard pour le prix d'un, on a la chance de l'avoir devant nous, et de pouvoir lui poser toutes ces questions-là. Parce que jusqu'à maintenant, c'est quand même l'autre scandale. Il ne sera pas inquiété. Et il a échappé. Comment il a échappé? Mais comment ça se fait que ça fait plus de bruit que ça? Comment? Je vais dire, là, on a un homme qui vient mettre cette pression-là sur la presse, alors qu'il possède déjà un certain nombre de titres, et que les autres, il met le principal annonceur Les amis, du il va pays. falloir passer un peu à la suite, sinon on n'aura pas le temps de poser toutes les questions Non mais qu'on veut. il recourt à la police de la République qui devient sa police privée, et enfin, il échappe à la justice. Comment? En payant 10 millions d'euros et en choisissant d'acheter la justice.
Et on a tout ça, et vous me demandez de passer à la question suivante. Comme si c'était... Non, mais on a plein de questions à poser, comme on a si un temps c'était limité, pas, c'est pour ça. moi, un fait grave. Et je Bien sûr. vous le dis, ça n'est pas moi qui suis concerné. Ça a été traité je dans pense, l'humanité, je d'ailleurs. pense que c'est la démocratie qui est concernée. C'est la démocratie par la presse, par la police et par la justice. Mais ça, c'est évident que la concentration, et on le sait, malheureusement, des médias dans les mains de quelques-uns et de quelques milliardaires, ça donne effectivement ce genre de situation. Alors, pour repartir sur un ton un tout petit peu plus léger, même si j'entends tout à fait votre consternation devant la situation, on a une vidéo à vous montrer, François Ruffin. Alors, on ne sait pas encore ce que vous allez en penser, on ne sait pas quoi en penser nous-mêmes, mais on va dire eh bien bonjour à notre cher PA qui va arriver. Il arrive. Pour la carte de presque, n'est-ce pas? Séquence magnifiquement trouvée. Salut PA. Bonjour Théo, bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour Louis et bonjour Emilio. Pourquoi il... En fait, ça me fait extrêmement plaisir de te rencontrer et de te voir en vrai. Tu vas bien? Très bien. Moi aussi, même si tu ne me l'as pas demandé. Écoute, je suis super content de te rencontrer. Ça fait très longtemps que je te suis. Je t'ai découvert sur YouTube à l'époque où tu faisais des vidéos dans ta cuisine. Bon, elle n'est pas là aujourd'hui, mais Théo, ce serait cool de trouver le numéro de Valérie Damido et lui donner peut-être un truc à faire sur la couleur. Parce que le rouge à l'écran, ça pète les yeux. Mais si le rouge, ça gêne l'humain, alors là, moi, le rouge comme ça pète, c'est un Pas peu dans trop. une cuisine, pas dans une cuisine. Et bref, pour continuer dans cette cuisine-là, il y a un truc qui m'avait interloqué chez toi, c'était ta porte de frigo. Je vous invite tous à aller regarder une vidéo de François Ruffin dans sa cuisine. Sa porte de frigo, elle est blindée. On a l'impression qu'elle pèse 50 kilos. Il y a des magnettes, des feuilles. Et moi, il y a un truc que j'avais vu une fois, c'était que tu avais des magnettes cordon bleu de cartes de la France. Et il s'avère, François, que moi aussi, j'ai fait cette collection. Premier point commun. Et je sais pas si tu en as. Je sais pas si tu en as en stock en échange, mais ce serait cool qu'on fasse des petits échanges à la sortie de l'émission. C'est l'histoire, la gauche, le partage, collectivisation, tout ça. Je demanderai à ma fille si elle veut bien t'en offrir. Parce Ce que serait super. La Miss Cordon Bleu à la maison, c'est ma fille. Quoi. Ce serait super. Bref, on est là surtout pour parler de ton actualité. Et ton actualité, c'est ton film. François, j'ai adoré ton film. Je l'ai vu 38 fois. Et je l'ai tellement adoré que j'ai imaginé la suite. J'ai imaginé le 2. Et je propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce. Les amis, la bande-annonce, s'il vous plaît. Magnéto. Vous de rente, de dividendes, c'est hyper facile. Facile. Nous on galère tous les matins, des chantiers, des 3-8 à l'usine. Vous comprenez même pas notre réalité. Votre vie elle est toute facile. Votre vie elle est facile. Attends, mais la situation elle est ubuesque. Je gère une entreprise de 20 000 employés. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce qui se passe quoi. Bien facile. Je vous invite à venir vivre ma vie. Vous allez découvrir que c'est pas aussi simple que vous l'imaginez. Et on va commencer par chez moi. Ah bien, on y va tout de suite. Le RER c'est là-bas par contre. Hein. Gustave, nous sommes à l'angle. Ça va? Tu t'apportes un plein cœur de Paris, la vie elle est facile. Appartement! L'immeuble est à moi! Et si vous croyez que c'est facile de chauffer cette vieille bâtisse haussmannienne, vous mettez le doigt dans l'œil. Alors ça, vous croyez que c'est facile? C'est clair, 15 000 balles, c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Hein. Mais c'est pas une question de prix, c'est le choix qui est difficile. Mais pas du tout! Alors? Ça vous plaît? Qui gère cette opération? Appelez Goldman Sachs. Vous croyez que c'est facile de gérer autant d'argent, des dividendes, des holdings? L'entreprise à mon papa, c'est excessivement lourd. Vous croyez que c'est facile? Les vacances à Courchevel, la tondeuse à gazon? Je vous en supplie, oh! Je crée de l'emploi, je crée de la richesse pour la France. Je viens de l'acquérir. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, c'est de la merde. Mes excuses? 10 millions d'euros. Vous verrez un jour, vous y prendrez goût. Vous verrez un jour, vous y prendrez goût. Vous verrez un jour, vous y prendrez goût. SpaceX? Ouais, ça c'est pas mal, t'achètes. T'achètes. Elon, il est mort. Oh, mon gars. Mercredi au poker. C'était Paul Pogba. Michelin? T'arrêtes de m'en parler tout de suite, c'est éclaté au sol, ça, on arrête. Le Paris Saint-Germain, c'est pas mal. Ça en prend. Yoann Gourcuff, il joue toujours? J'aimerais bien faire une doublette avec Rion Mavouba au milieu de terrain. Pas mal ça. Tu me fais ça? Vous vivez des dividendes et des rentes, c'est hyper facile pour vous. Nous, on galère tous les matins à se réveiller, des 3-8, des chantiers. Vous en avez rien à foutre de nous. C'est qui ce bouffon? Vous vivez vos
votre vie elle est toute simple. Votre vie elle est toute facile. Votre vie elle est facile. Alors François, on le fait ce deux? Non, plus sérieusement. J'ai appris que t'aimais le foot. Et il s'avère que moi aussi, comme tu peux le voir sur mon t-shirt, tu connais un peu les joueurs là? Oui. J'imagine. C'est mon époque, c'est ce que je veux dire. C'est passé depuis 25 ans, donc... Et on m'a dit que tu avais tendance à jouer milieu gauche, mais tu avais tendance à repiquer dans l'axe. Est-ce que c'est vrai? C'est l'inverse, mais bon... C'est là les techniques. C'est là les techniques. Fallait la comprendre. Non, plus sérieusement, moi, quand je pense François Ruffin, je pense surtout à l'épisode où tu avais sorti le maillot de foot à l'Assemblée nationale, le maillot de foot de l'Olympique de Cours, avec un collant U extrêmement large, les maillots à l'ancienne. Et du coup, je me suis dit, François, il aime le foot, François, il doit jouer au foot. Et vu qu'il sort ce maillot-là, il doit jouer à l'Olympique de Cours. Donc j'ai mené ma petite enquête et je suis allé voir sur le Facebook de l'Olympique de Cours. Et il s'avère que je t'ai vu sur aucune feuille de match. Et du coup, ça me permet de te poser une question. C'est bien, il y a de la C'est quoi le investigation. plus dur à vivre? Passer une semaine avec Sarah Salman ou être nul au foot au point d'être pas sélectionné par l'Olympique de Cours? Non, j'ai jamais été un grand joueur de foot, même si j'ai toujours aimé ça. Je suis sélectionné pour l'instant, j'y vais très peu dans mon club qui est l'Olympique Amiénois. Et je vais te dire, je vais être sérieux du coup, et je vais peut-être même plomber l'ambiance. Vous nous aviez promis what the d'être fuck, le petit ouais. rigolo. Mais non, mais je vais dire, le maillot de Haucourt, je l'ai porté parce que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Comment ils nous ont volé le football, avec un copain qui J'ai était, lu exceptionnel. qui était Antoine Lumini, qui a reçu le prix du livre économique des lycéens. Ce copain-là est décédé à 25 ans. Aurait pu devenir un grand joueur de foot et tout ça, et il a eu une maladie. Et donc, voilà, c'est ce t-shirt que j'ai porté à l'Assemblée nationale, c'était le t-shirt de mon copain, amoureux du football comme moi, et avec qui j'avais écrit ce bouquin. Et c'est pour ça que j'ai ressenti avec d'autant plus de violence quand le président de la séance m'a demandé d'enlever le t-shirt en me disant que c'était une tenue indigne. Voilà, donc je suis désolé, mais je suis désolé. Bah, sur ces belles paroles, je suis désolé, mais en même temps, ça me fait plaisir de rendre hommage à Antoine. Je pense que les gens restent vivants par le souvenir quand on sait qu'on porte en nous quelque chose d'eux, quoi. Grosse dédicace à Antoine, c'est à lui qu'on dédie cette émission. Merci beaucoup. Et, voilà, et on Vanessa. rigolait avec Antoine. Et à l'année Salut, prochaine. désolé. Merci, Salut. merci pour PA. ce magnifique film, Merci, et ce magnifique merci. Je veux te dire documentaire. merci. François Ruffin, puisque tout à l'heure on recevait deux agriculteurs en plateau, on a bien compris que la situation a été vraiment difficile. C'est quoi les perspectives politiques, les victoires potentielles ou pas qui pourraient advenir sur ces sujets-là liés au traité du Mercosur, etc. Bon, refuser le traité du Mercosur peut être un point d'arrêt dans une mondialisation qui, au fond, est devenue absurde, pas seulement pour les agriculteurs, mais pour les travailleurs en général, et je pense pour les Français. Je mets un point comme ça d'alerte. Bon, moi, je suis partisan de davantage de protection, même de protectionnisme. J'ai écrit un bouquin là-dessus, Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes, il y a une quinzaine d'années maintenant. Mais j'avais le délégué syndical de ArcelorMittal hier soir au téléphone. Bon, et il me dit, voilà, on a une inconnue. Arcelor va refuser la décarbonation des sites de Fos et de Dunkerque, notamment parce qu'ils envisagent de produire en fait au Brésil, où ils ont déjà construit une gigantesque usine décarbonée, et on ignore, puisqu'on n'a pas accès au texte, si dans le traité sur le Mercosur, il y a prévu aussi l'importation d'acier. C'est pour dire qu'il y a la question agricole, mais ça n'est pas seulement la question agricole. Et en fait, je pense que la question centrale pour l'agriculture française aujourd'hui, c'est quel est son but, quel est son cap. Vous savez, dans l'après-guerre, il y avait un cap clair qui était donné à l'agriculture française, c'était de retrouver la souveraineté alimentaire. Et finalement, on y parvient en une génération, en 25 ans. Dès les années 70, on retrouve la souveraineté alimentaire par la mécanique, par la chimie, par le remembrement, par des choses qu'on peut remettre en cause aujourd'hui, mais qui ont montré leur efficacité à ce moment-là. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on retrouve notre souveraineté, on ne pose pas un nouveau cap. Et donc, on passe à ce moment-là à l'émission exportatrice de l'agriculture française, qui peut s'attendre quasiment comme on disait au 19e siècle, la mission civilisatrice, vous voyez. Et donc, on se met à exporter tous azimuts. On fait rentrer l'agriculture dans la grande lessiveuse du libre-échange avec les accords de Marrakech en 1994. Et on est pris dans cette histoire-là d'un libre-échange où il n'y a même pas d'exception agriculturelle. Moi, je suis pour que l'industrie ait des protections aussi. Mais on aurait pu penser qu'en même temps qu'on mettait une exception culturelle qui permet que mes films existent, parce que mes films et plein d'autres films français ne peuvent pas exister sans cette exception culturelle. Eh bien, il aurait fallu poser en même temps au moins une exception agriculturelle, parce que là, on touche à des choses essentielles, la terre, nos assiettes.
Et on ne l'a pas posé pour extraire l'agriculture des accords de libre-échange. Et évidemment, là, aujourd'hui, il y a la nécessité d'extraire l'agriculture pour se dire quel est le cap, qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est être compétitif à l'international ou c'est d'abord nourrir et nourrir bien notre pays? On voulait aussi évidemment parler avec vous de la crise sociale qu'on connaît, des licenciements un peu partout, Carrefour, Auchan, mais aussi Michelin tout récemment. On regarde un petit extrait, on en discute après. On va regarder un petit extrait quand on arrive. Je pense que Michelin a décidé de réduire la production ici à Cholet pour la transférer en Pologne et en Italie. Je comprends la colère et Michelin doit mettre en place des engagements qui ont été présentés ce matin pour pouvoir répondre à cette colère-là. Je comprends les salariés. Vous êtes un guignol! Vous êtes un guignol! Mais c'est ça, quel résultat? Depuis 2017, vous êtes au pouvoir, c'est de pire en pire. Depuis 2017, au pouvoir, quel résultat? Moi, il y a 5 ans, on m'a pris déjà de la retraite. Au même moment, des salariés se sont rassemblés devant le siège social de Michelin à Clermont-Ferrand en soutien à leurs collègues de Vannes et Cholet. On pense qu'aujourd'hui, les temps ont changé. On pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une intervention de l'État, s'il n'y a pas un contrôle de l'usage des fonds publics, s'il n'y a pas une stratégie de réindustrialisation, eh bien, petit à petit, nos territoires vont se vider, des sites industriels vont fermer, et puis on aura des conséquences terribles pour nos enfants, pour le devenir du pays. François Ruffin, on entendait André Chassaigne à l'instant. On a donc un reportage sur Michelin. On peut citer aussi ArcelorMittal, Auchan, Téléperformance. Au total, Valeo, là, puisque j'ai une usine Valeo chez moi, aussi. voilà, Valeo, c'est plus de 1000 suppressions de postes aujourd'hui. C'est au total 300 000 emplois aujourd'hui qui sont menacés en France. À qui la faute? Bon, d'abord, dire une chose évidente, c'est que ça ne va pas mal pour tout le monde. On va rentrer dans ce discours où c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. C'est pas la crise pour tout le monde. Hein. Quand on lit les Échos de mon ami Bernard Arnault, je pense que c'est l'un des 2 journaux marxistes qui nous restent. Il y a l'Humanité et les Échos, puisque quand les dividendes tombent, ça fait au moins un entrefilet, sinon la une des 2 journaux. Bon, bah, c'était annoncé il y a 1 mois, 150 milliards d'euros de dividendes. C'est un record, et c'était déjà un record l'année dernière, donc on est en record sur record sur record. Donc déjà, dire que ça fait pas mal pour tout le monde, que cet ordre du monde, autant il rationne les uns, autant il gave les autres. Donc, que ça n'apparaisse pas comme une espèce de fatalité. Et ensuite, sur la crise de Michelin en particulier, il faudrait avoir une autre analyse sur Auchan, mais sur la crise de Michelin en particulier, je me souviens, quand il y a eu la fermeture de Bridgestone, de cette ministre qui nous disait que c'était une invasion de pneus asiatiques. D'accord? Et parce que dans ma région, on a eu Bridgestone, on a eu Continental, on a eu Goodyear, maintenant il y a Michelin. Ça veut dire que c'est toujours la même histoire qui se répète. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'il n'y a pas de protection commerciale qui sont mises aux frontières de l'Union européenne ou aux frontières de la France, on est cuit. Je vous donne un autre exemple. Amiens, c'est la dernière fabrique d'un acide aminé qui s'appelle la lysine, d'accord, Metex. Là, on l'a sauvé au printemps dernier, parce qu'on n'en était pas encore à 6% de déficit, on n'a plus d'argent. Bon, on l'a sauvé. Mais on l'a sauvé comment? Alors que la lysine qui sort d'Amiens est 2 fois plus chère qu'en Chine, alors qu'elle est 8 fois moins polluante qu'en Chine. Mais comment on l'a sauvée? En injectant des aides publiques. C'est-à-dire que les aides publiques viennent combler le fossé entre le coût de production en Chine et le coût de production ici. Si on ne met pas de barrières douanières, de taxes aux frontières, de quotas d'importation, si on n'use pas d'outils commerciaux, de la même manière que... c'est parce que cette histoire-là, je la connais par cœur. Je ne vais pas faire la pleureuse. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on met pour que ça ne se reproduise pas éternellement? Et alors, ceux qui viennent pleurer, accompagner les corbillards d'emploi, mais qui laissent faire le même ordre économique et ne se saisissent pas des outils qui existent à portée de main, ceux-là sont les coupables. Et je vois, moi, puisqu'on parlait du Mercosur, que de la même manière qu'on a laissé la Chine notamment, mais l'Asie en général, voir l'Est de l'Europe devenir l'usine du monde, on est en train de faire du Brésil et de l'Ukraine les fermes usines du monde. Ben non, je refuse qu'il y ait ce grand déménagement. Mais les coupables dont vous parlez, justement, ils vont peut-être tomber, c'est aussi l'actualité. Michel Barnier, son gouvernement va peut-être tomber dès la semaine prochaine à une motion de censure qui pourrait être votée après le 49.3 sur un budget encore plus austéritaire, une austérité record. Est-ce qu'après, la gauche peut toujours prétendre à gouverner, justement, pour remplacer ces coupables? D'une part, malheureusement, si Michel Barnier était le coupable et qu'en le faisant tomber, on changeait l'ordre du monde,
ça veut dire que cet ordre du monde serait bien fragile. Or, la vérité, c'est qu'il dispose de forteresses gigantesques et que pour s'attaquer au traité de l'Organisation mondiale du commerce, à la manière dont fonctionne l'Union européenne avec la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers, pour secouer tout ça et changer cet ordre-là, il ne suffira pas de faire tomber un Barnier, ni même de faire tomber un Macron. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, vous savez, le 7 juillet au soir, peut-être parce que j'étais dans une circonscription très compliquée, mais je n'ai pas dit « nous avons gagné ». Parce que je n'ai pas considéré que nous avons gagné. Et pour 3 raisons. La première raison, c'est que nous n'avons pas de majorité dans le pays. La deuxième raison, nous n'avons pas de majorité à l'Assemblée. La troisième raison, un certain nombre de députés, dont je suis, ont été élus avec des voix centristes. Je pense que ce sont 3 choses qui doivent nous incliner à l'humilité. Et être venu de dire « nous avons gagné » fait que derrière, il y a de la déception qui est produite parce qu'on a donné des illusions en amont. Donc moi, je le dis... et donc, oui. Et là, aujourd'hui, je veux dire, Macron a mis un bazar pas possible dans le pays. Il avait déjà installé le chaos budgétaire, social, il y ajoute le chaos politique. Comment on en sort? C'est ça la question. Parce que de la même manière que Barnier ne trouve pas de majorité à l'Assemblée, vraisemblablement, nous n'en trouverions pas non plus. On peut essayer. On peut dire Lucie Castet à Matignon. On peut essayer d'avoir la composition d'un gouvernement, on peut essayer de faire passer des lois derrière, ça risque d'être très compliqué. Mais je crois que Lomi, vous aviez une question d'ailleurs à propos. Oui, alors moi j'ai plutôt une question, du coup ça on change un peu, mais ça reste là-dedans, donc surtout par rapport à votre stratégie politique et votre vision justement de ce que c'est la gauche. Moi je travaille beaucoup sur le traitement médiatique et bon, voilà, j'ai remarqué la gauche est vraiment maltraitée à fond et c'est aussi, ça sert énormément l'extrême droite. Et du coup, je me posais aussi des questions sur un petit peu, par exemple, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous entretenez cette mythologie un petit peu des bourgs et des tours en diffusant un petit peu cet imaginaire où il y aurait des Français qui auraient droit à des aides, d'autres qui n'en auraient pas, enfin tout un imaginaire qui est un petit peu chargé de toutes sortes de choses, en fait, qui sert quand même beaucoup, finalement, les discours de la droite et de l'extrême droite et que les médias reprennent beaucoup. J'ai noté, malheureusement, voilà, beaucoup de personnages, on va dire, médiatiques, je vais peut-être pas dire leur nom, mais voilà, qui ont repris, enfin qui disent qu'il faut accompagner votre vision du pays, etc. Et en gros, je voulais un petit peu savoir pourquoi est-ce que vous... Est-ce qu'il y a un endroit où vous m'avez vu dire qu'il y a une France plus en particulier qui bénéficiait d'aide? Non, je dis que c'est l'imaginaire qui charge tout ça. Moi, je suis responsable de ce que je dis. C'est un imaginaire qui est chargé. Je suis responsable de ce que je dis. En revanche, qui vient de la droite. Mais qu'aujourd'hui, il y a un divorce profond dans le pays, la gauche ait des trous à combler. Je veux dire, je l'ai dit depuis longtemps, j'ai publié un bouquin en 2022 là-dessus, parce que si on veut devenir majoritaire dans le pays, nous avons 3 trous à combler. On a un trou démographique. Comment ça se fait qu'on est aussi faible chez les plus de 65 ans, alors que d'abord ils sont de plus en plus nombreux et ils vont voter? C'est un gros souci. On a un trou social dans le salariat qui est aux alentours de 1500, entre 1500 et 2500 euros. On est battu par Marine Le Pen et c'est pas normal. Et on a un trou géographique, de fait, quand on est dans les campagnes, la gauche perd, et elle perd dans les grandes largeurs. Je veux dire, disons-le, je suis dans les Hauts-de-France, qui était une terre de gauche, où il y a eu des socialistes, où il y a eu des communistes, en Picardie en particulier. Je suis maintenant le dernier député qui n'est pas élu d'une métropole. Vous n'en avez plus dans le Midi Rouge, où il vous en reste un, Dominique Potier, dans le Grand Est. Si ça ne vous sert pas d'alerte en disant il y a un gros souci politique aujourd'hui et il s'agit de résorber ça et de se demander comment on fait pour rassembler, je le disais dans mon film, Lélie, paysan du Morvan, et Louisa dans sa tenue traditionnelle algérienne. Si vous ne dites pas qu'aujourd'hui on a un fossé à combler et qu'il s'agit de le rassembler, on est cuit. Et sur quoi on rassemble? Justement, on entend tout le temps, il faut rassembler, il faut rassembler. Déjà, ça veut dire quoi, rassembler? Est-ce que ça veut dire qu'on refuse de cliver? Et surtout, sur quel terrain on va pour rassembler finalement? Moi, je clive. Mais je clive sur quoi? Sur quoi? Je clive sur du haut et du bas. Je clive en venant vous pointer Bernard Arnault, en venant dire voilà, les grandes fortunes sont passées de 5% du PIB à la naissance du classement de Challenge en 1996 à 20% à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, à plus de 40% aujourd'hui. Donc il y a un clivage, puisque je mène une analyse de classe sur ce terrain-là. Maintenant, c'est la conviction que sur l'essentiel, il y a le moyen de rassembler. Quand vous faites, il y a un sondage qui était paru et qui demandait quels étaient les thèmes
dans les quartiers prioritaires qui étaient prioritaires et quels étaient les thèmes hors quartiers prioritaires qui étaient prioritaires. Les 5 premiers étaient les mêmes et dans le même ordre. Santé, logement, éducation, pouvoir d'achat. Bon, je sais plus. Ça différait sur le 6e thème. On avait d'un côté, c'était la police en quartier prioritaire et c'était l'immigration hors quartier prioritaire. Donc c'est pour vous dire que ma conviction est que sur l'essentiel, on peut réussir à rassembler le pays. Maintenant, sur quoi on met l'accent? Est-ce qu'on choisit de mettre l'accent sur ce qui va faire éclater notre bloc ou sur ce qui a des chances de le rassembler? Qu'est-ce qu'on pose comme débat? Quel est le clivage qu'on pose de manière centrale dans la société? Ouais, justement, moi, je rappelle, je remplace Valérie Damido, donc j'arrive avec mes questions. Je n'ai pas participé à ces questions-là. Et moi, quand j'entends ça, il y a vraiment une question que j'ai envie de te poser très très sincèrement. C'est que moi, ton constat, je l'entends très bien de dire il faut partir de ce qui a été construit à gauche, notamment par LFI et par la réorganisation, on va dire de la gauche, et pour gagner le pouvoir, il faut l'élargir, et notamment dans des coins où la gauche a perdu. Moi, le constat, je l'entends. Sauf que ce que je constate aussi, c'est que les critiques que tu as faites à la stratégie de LFI et les critiques qui te sont faites de l'autre côté en retour, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu un élargissement. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ce que ça a donné, et je ne dis pas, c'est des deux côtés en fait, mais clairement, moi, ce que je vois, c'est un divorce, c'est pas un élargissement, entre deux stratégies politiques. Et je me dis, moi, j'entends sur le papier ce que tu dis vouloir faire, et moi, j'y adhère sans problème, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout ce qui se passe, et c'est pas du tout ce que donnent ces stratégies, et que là, plutôt, il y a une rupture, et que, je veux dire, comment tu veux faire comment tu comptes rattraper ça, et comment tu comptes notamment élargir, ça veut dire aussi garder les énergies qui ont été mobilisées par un discours de rupture radicale et un discours de clarté, notamment sur différents sujets que tu ne mets pas justement dans les priorités qui sont rassembleuses. Du coup, est-ce que on risque pas avec cette stratégie, tu risques pas de perdre des personnes qui ont été mobilisées ou des gens qui étaient peut-être abstentionnistes ou tu vois ce genre de choses, sans être même sûr d'en gagner de nouveau, quoi. D'une part, moi, les ruptures qui sont opérées en 2017 puis en 2022, j'en fais mon héritage. Je le prends. Sur le fond, au fond, le programme de la NUPES, les 540 mesures, j'ai pas de difficulté avec ça. On n'est pas sur une question de fond. On est sur une question, tu vois, dans mon film, il y a un moment, il y a un gamin qui s'appelle Mohamed, qui pose de la fibre et qui dit, bon, moi, je sais que je vais devoir avoir 2 boules en même temps. Je sais que moi, ce que je veux, c'est de la stabilité, mais on ne me donne pas la stabilité. Il me semble que cette demande de stabilité est une demande très profonde des classes populaires aujourd'hui, qu'elles soient dans les bourgs ou dans les tours des deux côtés. Or, le choix, le ton adopté depuis 2022 n'est pas un ton qui permet d'incarner la stabilité, d'incarner cette demande profonde des classes populaires aujourd'hui. Et je le dis, quelque part, je suis pour passer du bruit et de la fureur à la force tranquille. Et qu'on incarne quelque chose qui soit protecteur, quelque chose qui soit rassurant des deux côtés. Enfin, moi, j'ai jamais dit qu'il fallait prioriser la ruralité ou prioriser les bourgs. Non. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il faut chercher dans ce qu'on met le plus en avant, ce qui va nous permettre de rassembler. Quand je défends les auxiliaires de vie, par exemple, moi, j'ai tout à fait conscience de défendre en gros à la campagne, dans le Vimeux, dans des coins éloignés des métropoles, des femmes du coin, et que dès que tu es à Paris ou dans les grandes villes, ce sont des personnes immigrées ou d'origine immigrée qui bien souvent font ce travail. Monsieur Ruffin, on voulait juste vous montrer ce que vous avez déclaré il y a 7 ans au micro de France Inter. Oui, je partirai aux législatives dans une circonscription qui est une circonscription très populaire et qui a donné 35% de vote Front National au premier tour des dernières élections régionales, et dans un contexte où on a Goodyear sur ce truc-là, c'est toute la zone industrielle d'Amiens qui a été frappée de plein fouet par la mondialisation. Et si la seule réponse qui apparaît aux gens contre cette mondialisation, c'est un Front National qui propose le protectionnisme, ben non, je pense qu'au populisme de droite, il faut opposer non pas un élitisme de gauche, mais un populisme de gauche. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous voulez être une alternative au Front National et pourtant vous employez les mots du Front National. Vous êtes protectionniste également, comme Marine Le Pen, et vous vous dites populiste. Oui, donc qu'est-ce que vous proposez de différent? Mais non, d'abord, je ne suis pas raciste, ça fait quand même une différence fondamentale.
François Ruffin, au-delà des questions de Léa Salamé, toujours très mesurées, qu'est-ce que vous avez envie de dire au François Ruffin d'il y a 7 ans? Est-ce que vous avez bougé? Est-ce qu'il faut toujours opposer à un populisme de droite un populisme de gauche? Moi, je suis toujours, quand je vous ai décrit la volonté de conflictualisation, quand on fait référence au populisme, c'est les bouquins de Chantal Mouffe sur ce sujet-là. Donc évidemment, moi je me reconnais, en tout cas dans cet extrait-là, vous pourriez en prendre d'autres peut-être où je serais moins à l'aise, on n'en sait rien, les choses évoluent, parfois on s'exprime mal, mais ce que je viens de dire là, c'est grosso modo le contrat que je m'efforce de remplir. Parce qu'il y a beaucoup de critiques qui vous sont adressées à gauche sur la façon dont certains considèrent que vous hiérarchisez les luttes. On pense à des propos, disons, assez maladroits sur la question trans, sur lesquels vous étiez excusé. Dans le chat tout à l'heure, certains vous reprochaient à nouveau d'avoir eu foot pour la marche contre l'islamophobie. Mais est-ce que l'intersectionnalité, vous y croyez ou pas, François Ruffin? J'appelle pas ça de l'intersectionnalité, je vous dis pourquoi. C'est des questions de forme. Mais je pense que si on utilise du langage universitaire, ça peut être mal ressenti par les gens, ça peut être ressenti comme une marque de mépris. Donc je fais très attention au langage, mais de la même manière que je n'utilise pas néolibéralisme, je n'utilise pas ultra-capitalisme, parce que j'essaye d'incarner ce que je raconte. En revanche, dire que quand je défends les auxiliaires de vie, j'appelle ça du cumul de fragilité. Je pense que je défends des gens qui sont en cumul de fragilité, c'est-à-dire le fragilité d'être populaire, d'être une femme et d'être d'origine immigrée pour beaucoup. Et voilà ce que vous appelez de l'intersectionnalité. Donc en fait, c'est dans ma pratique ordinaire d'être dans l'intersectionnalité. Donc les critiques sont illégitimes, selon vous? C'est le croisement des luttes aussi. En tout cas, que je dise que de fait dans mon discours, je dise que voilà, le conflit qui me paraît central, c'est le conflit entre les riches et les pauvres, c'est le conflit entre les actionnaires et c'est le conflit entre les actionnaires et les salariés, que c'est le conflit entre les gros et les petits. Et il est très clair que c'est ma première division du monde, ce qui ne veut pas dire que ça annule les autres. Ce serait au-dessus des autres. Non, c'est pas au-dessus. Je ne mets pas au-dessus. Mais en tout cas, c'est celle qui me semble être ce qui va nous permettre de rassembler le plus large possible comme point de départ. Et ensuite, ça ne veut pas dire que ça annule les autres. Mais du coup, ça voudrait dire que l'intersectionnalité, ça divise? Non, c'est qu'au contraire, vous pouvez ajouter. Vous voyez, si vous tenez à être dans ça, vous pouvez ajouter. Mais quand, par exemple, il y a plusieurs manières d'aborder. J'entendais tout à l'heure la discussion sur le droit à l'avortement. D'abord dire que quand Macron parle de réarmement démographique, il y a quelque chose qui est navrant, c'est que même le désir, même la sexualité, même l'envie de l'autre et l'envie d'avoir des enfants, il est incapable d'en parler dans ces termes-là, mais il en parle comme si on était juste des producteurs, et en l'occurrence des producteurs d'enfants. Mais si on regarde, les gens veulent avoir des enfants. Et en fait, il y a plein de gens qui veulent avoir des enfants, mais qui ne le peuvent pas pour des raisons économiques. Donc dire que libérer que la femme et les parents qui veulent avoir des enfants doivent être accompagnés sur le plan économique pour pouvoir libérer leur désir d'avoir des enfants, ça me semble en fait au croisement du genre et de l'économie. Et si je fais la liste, François Ruffin, vous avez été insoumis, vous êtes proche des communistes, vous êtes désormais membre du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale, vous vous étiez déclaré social et démocrate. Comment vous vous définissez aujourd'hui politiquement? Et Picard n'est pas une réponse acceptée. Tout ça me va. Moi, je suis de gauche, vous savez. J'ai jamais dit je suis d'extrême gauche, surtout pas. J'ai jamais dit je suis de la gauche radicale. J'ai jamais dit je suis à la gauche de la gauche. Enfin, je n'ai jamais dit tout ça. J'ai toujours dit je suis de gauche. Et Pierre Bourdieu disait la gauche de gauche. Simplement la gauche qui est restée à gauche. Le problème, c'est qu'on a une gauche qui est allée au centre, qui est allée dans un ordre assez libéral sur les questions économiques et sociales. Et qui revient. Donc voilà, mais moi je suis de gauche, c'est tout. Je suis dans un fil qui part de la Révolution française, qui traverse la Commune, qui passe par le Front populaire, qui a le Conseil national de la résistance comme héritage, mai 68, mai 81. Et là s'ouvre la parenthèse libérale de 1983. Et je considère que le devoir de notre génération est de venir fermer la parenthèse libérale, la fermer à gauche et la fermer dans le pays. Et est-ce que c'est vous qui allez la fermer, cette parenthèse, François Ruffin? Parce que dans Le Monde, vous avez récemment déclaré, c'est ma question BFM, là, que 2027 était une carte sur la table. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes candidat à la présidentielle? Non, je vous l'aurais dit dans le SAS à l'entrée. Une petite exclue pour l'humain, non? François, c'est la première, soyez sympa. Non. Ouais, soyez sympa, effectivement. En revanche, que je vais tout faire pour incarner ce que j'ai dit en matière de stabilité, de protection, d'apparaître comme étant un outil pour les classes populaires de notre pays, pour les classes intermédiaires rassemblées aux classes populaires, que j'essaye d'œuvrer à rassembler le plus large possible à gauche et dans le pays, c'est ce que je veux faire.
contraire. Oui, je veux dire, moi, je sais où je vis. D'accord. J'avais 2017, c'est 0 député Rassemblement National en Picardie. 2022, c'est 8 députés. Et 2017, c'est 13 députés Rassemblement National. Donc je sais contre qui je me bagarre. Pour faire la traduction pour le chat, Google Traduction, c'est une phrase de quelqu'un qui se prépare à être candidat à la présidentielle. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, si tu veux. Que je me prépare, que tu vois. Mais après, c'est quelle sera la meilleure carte à gauche? Qu'est-ce qui permettra de faire plus de 51% au deuxième tour? C'est ça la question. Bolchegui. Ouais, justement, moi, parce qu'en réalité, que tu te déclares candidat ou pas, moi je m'en fous. C'est pas la question. Tu dis vouloir incarner des choses. À gauche, comment on fait cette unité à gauche et comment on peut la présenter au municipal, à la présidentielle, etc. Comment on fait pour que cette gauche ne soit pas, comme tu dis, pas celle du libéralisme, donc peut-être pas celle de, j'imagine, pas celle de Cazeneuve, peut-être pas Hollande, ou en tout cas que ce soit pas la polarité c'est pas la polarité que tu cherches. Comment on fait? Est-ce que c'est le NFP qui émet quelque chose? Comment on choisit les candidats? Comment on choisit les listes? Est-ce qu'on fait des unions aux différentes élections? C'est quoi les structures? Parce que toi, évidemment, tu as toujours été un électron libre. Tu as Picardie Debout, effectivement, mais qui est une organisation pour l'instant locale, c'est dans le nom. Voilà, exactement. Donc c'est quoi comment on fait quoi à partir de là? Franchement, sur le mécano, et tu trouveras plein de gens qui sont bien meilleurs que moi sur ces questions-là. En revanche, je peux te dire, puisque tu parlais de Hollande, la synthèse que je propose, qui peut être une synthèse commune. Parce que autant en 2017, pour moi, il y avait deux gauches irréconciliables. Le projet de la continuation de Hollande, qui avait échoué, et de l'autre côté, celui de Mélenchon, n'était pas conciliable. Aujourd'hui, pour moi, tu as deux gauches qui ne veulent pas se réconcilier parce que ça les arrange. Donc, dans ce temps-là, je redis la synthèse que je propose. Je pense qu'en 2022, on était en situation d'être hégémonique, non seulement à gauche, mais de pouvoir contester l'hégémonie du Rassemblement national dans le pays. En étant sur la même ligne sur le fond, mais en revanche en adoptant un autre ton. Et bien moi je pense que ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, c'est acter les ruptures. La rupture qu'on veut avec la mondialisation, la rupture qu'on veut avec la concurrence, la rupture qu'on veut avec la croissance par exemple, acter ces ruptures-là, mais le faire sur un ton qui est non pas de l'ordre de la radicalité revendiquée tout le temps, mais qui est celle de l'évidence. Au fond, aujourd'hui, vouloir taxer les dividendes dans notre pays, ce n'est pas de la radicalité, c'est de l'évidence. Vouloir indexer les salaires sur l'inflation aujourd'hui, ça n'est pas de l'ordre de la radicalité, c'est de l'ordre de l'évidence. Vouloir mettre fin au contrôle d'identité quand il n'y a pas de délit, c'est pas de l'ordre de la radicalité, c'est de l'ordre de l'évidence. On voulait passer, pardon, parce qu'il faut qu'on parle de plein d'autres choses. Non, mais il faut les mettre des horloges. On voulait parler d'international un petit peu. Et je voulais vous demander, parce que du coup on a un petit peu cherché, alors peut-être qu'on n'a pas trouvé, mais pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de génocide pour ce qui se passe à Gaza? Je considère que, est-ce qu'il va y avoir une extermination des Palestiniens? Non, c'est pas ça le sujet. En revanche, en revanche, ce qu'il y a, c'est une volonté de destruction de la société palestinienne, de destruction de sa culture. Et du peuple aussi. De destruction de son peuple en le faisant éclater en différents lieux. Il y a une volonté non pas d'extermination. Le génocide, pour moi, ça signifie l'extermination de tous les habitants. Heureusement, on n'en est pas là. Maintenant, dire que de manière constante, parce que vous dites ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on dit de manière constante, c'est quand même que, évidemment, nous sommes pour un cessez-le-feu immédiat, et évidemment, nous sommes pour un État palestinien, et évidemment, nous sommes pour la fin de la livraison d'armes à Israël, évidemment, nous sommes pour que l'UNRWA puisse faire son travail sur place. Je veux dire, tout ça relève... Toutes les grandes institutions parlent aujourd'hui d'un risque de génocide. Ils disent qu'il y a une possibilité de génocide. Oui. Même Dominique de Villepin en parle. Ouais, ils ne disent pas, le génocide est là. Et donc, en disant, nous citons l'ONU quand l'ONU parle de génocide, nous citons l'ONU quand il dit qu'il y a la possibilité d'un génocide qui arrive, on cite l'ONU quand l'ONU dit que c'est une situation apocalyptique qui se déroule à Gaza. Maintenant, je pense que le sujet, c'est pas dans la sémantique. D'accord? Je pense que le sujet, c'est aujourd'hui comment on pense que la France peut agir. Comment ça se fait que la France, qui a été une grande voix dans les pays arabes, qui a su se faire entendre du reste du monde, comment ça se fait que la France est éteinte et se tait depuis maintenant plus d'un an? Et c'est là qu'il y a le souci, parce que si la France voulait, la France pourrait. Si elle voulait qu'il y ait une demande de cessez-le-feu à l'ONU présentée par ses soins
elle le pourrait. Si elle voulait reconnaître l'État palestinien, comme l'a fait l'Espagne par exemple, elle le pourrait. Si elle voulait qu'on ait la fin de l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël, elle le pourrait. Donc je pense que le sujet, c'est aujourd'hui, que fait la France? Emilio. Justement, la France a parlé aujourd'hui concernant le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre Netanyahou en disant qu'il disposait d'une immunité parce que Israël ne reconnaît pas cette juridiction. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est scandaleux. Je veux dire, je relis ce qu'avait écrit le ministère des Étrangères au moment où c'était tombé sur Vladimir Poutine et la Russie. Fidèle à son engagement de longue date pour lutter contre l'impunité, la France continuera d'apporter son appui à l'indispensable travail de la justice internationale pour assurer que les responsables de tous les crimes commis en Ukraine rendent des comptes. Elle apporte son plein soutien à la CPI ainsi qu'aux juridictions ukrainiennes qui concourent à cet objectif. Il y avait de la clarté là-dedans. Maintenant, c'est du flou, c'est du vague. Non, ce qui a été dit sur l'Ukraine, la France doit le dire de la même manière sur la Palestine et sur Gaza. Pour une raison qui est évidemment de peser face au délire fou de Netanyahou, mais pour une autre raison, c'est comment on va pouvoir être audible dans les pays du Sud, comment on va pouvoir encore leur parler de démocratie, comment on va pouvoir leur parler d'humanité, comment on va pouvoir leur parler de valeurs, de droits et compagnie, quand on met en place de manière aussi flagrante un deux poids, deux mesures. Parce que c'est ce qui se passe là. Avec, d'un côté, on est prêt à armer, on est prêt à intervenir, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, au fond, on laisse faire. C'est pas que ça nous plaise, mais on laisse faire. Et il est évident que ça contribue à notre affaiblissement géopolitique. Pas seulement de la France, d'ailleurs. C'est de tout l'Occident que ça contribue à rendre la voix inaudible dans les pays du Sud. Et alors, la CPI, c'est sur la même chose, les décisions de la France qui est là est en train de dire que si Netanyahou met un pied sur le sol français, il ne sera probablement pas inquiété finalement. Mais c'est ce que je dis, je dis qu'on est là dans l'ordre d'un deux poids, deux mesures qui est scandaleux et qui est en plus qui suscite de la colère. Je veux dire, je le disais depuis un an, moi, quand on a dans notre pays la principale communauté juive et quand on a la principale communauté musulmane, on doit faire attention à avancer dans tout ça avec un souci de justice. Là, la justice, elle parle. Eh ben, il faut que la France face à Israël, ou du moins à l'État israélien, plus exactement au gouvernement israélien, à Benjamin Netanyahou, ce qu'elle a fait face à Vladimir Poutine pour la Russie. Alors, une toute dernière question, parce que le temps file, on est déjà... De la même manière, moi, le fait qu'aux Jeux Olympiques, on aurait très bien pu imaginer que les athlètes israéliens défilent sans hymne ni drapeau. Le temps file, on est déjà très en retard. On n'a pas posé la moitié des questions dont on voulait parler, mais c'était très très riche. Quand même, une dernière question avant un petit happening. Pour boucler sur ce que vous disiez au début avec la joie, le monde aujourd'hui... C'était pas mon incarnation dominante dans cette interview. Je vous le fais pas dire. Non, mais justement, le retour de Trump, les guerres au Moyen-Orient, la montée de l'extrême droite, les événements climatiques extrêmes, les plans sociaux, vous qui n'êtes pas un grand optimiste, est-ce que vous trouvez des raisons d'espérer aujourd'hui Vous savez, il y a cette phrase de Gramsci qui me guide en permanence, qui dit qu'il faut allier le pessimisme de la lucidité et l'optimisme de la volonté. Donc, vous savez, moi, ça fait 25 ans que je désespère. Et en fait, peut-être qu'ayant 49 ans, je ne sais pas comment j'étais au sortir du ventre de ma mère, mais peut-être que ça fait 49 ans que je désespère. Et en même temps, quand vous agissez, vous trouvez des gens qui sont remarquables, avec qui deviennent vos camarades et avec qui vous faites route et ça vous réconforte. Donc moi, c'est toujours les livres et les gens qui m'ont sauvé d'un désespoir complet. Et du coup, avec l'état de la gauche actuel, est-ce qu'il y a raison d'espérer? Est-ce qu'avec Jean-Luc Mélenchon 2027, il y a une raison d'espérer? Ouais, il y a une raison d'espérer si je suis sérieux, c'est que quand on interroge les gens sur est-ce que vous êtes pour l'indexation des salaires sur l'inflation, il y a 80% des gens qui sont d'accord. Est-ce que vous êtes pour taxer les dividendes, il y a 80% des gens qui sont d'accord. Est-ce que vous pensez qu'il faut des protections commerciales, il y a 80% des gens qui sont d'accord. Et on aurait fait les mêmes sondages il y a 10 ou 15 ans, on n'aurait pas du tout eu les mêmes résultats. Ça veut dire que pendant ce temps-là, nos idées ont avancé. Maintenant, il faut qu'on ait une proposition politique
majoritaire et qui correspond à un socle social, idéologique aujourd'hui qui pourrait être majoritaire. Et finalement, peu importe qui le porte, que ce soit un homme ou peut-être une femme, ce qui ne revient pas forcément. Oui, c'est pas le... Enfin, je veux dire, après, à un moment, il ne faut pas rêver, on est dans la 5e République, on peut le regretter, mais on est dans un truc où, à un moment, il y a une tête et qui est une incarnation. C'est pas vrai. Je ne sais pas si vous, c'est votre cas, mais moi, c'est pas en lisant les différents programmes que je décide pour qui je vais voter. C'est pas parce que il y a les propositions les plus justes, qu'il y en a le bon nombre et ainsi de suite. Il y a une espèce d'incarnation, il y a un élan, il y a une dynamique. Et vous savez, aujourd'hui, si on veut s'en sortir, ça ne sera pas par les petits bricolages entre les partis. Quand j'ai parlé de Front Populaire le 9 juin au soir, c'est pas parce que j'avais confiance dans le fait que d'eux-mêmes, les Verts, les communistes, les socialistes, les insoumis se mettraient ensemble. C'est parce que ça correspondait à quelque chose qui était un désir profond dans le peuple et dans le peuple de gauche, qui ensuite a fait pression pour se rassembler. Mais a gagné sans une grande tête à ce moment-là. Écoutez, moi, je vous assure que peut-être, je pense qu'on aurait davantage gagné si on avait eu Lucien Castet avant et non pas après. Si, pendant tout le temps où moi j'ai mené campagne et où on avait Jordan Bardella comme Premier ministre du Rassemblement national, qu'on avait Gabriel Attal comme Premier ministre de la Macronie, si nous, on avait eu quelque chose à dire à ce moment-là. D'autant plus que le vide, finalement, était occupé dans la tête des gens et pas par ce qui est le plus populaire dans le pays. Alors, donc, du coup, on en est au moment du happening. Ouais. Je suis en train de finir de le préparer. Vous voyez, c'est pas très professionnel. Une question comme ça. On m'a donné un tas de feuilles et je dois me débrouiller avec ça. On vous pose le principe. On va vous montrer 5 images. Alors, en fait, j'en ai que 4, mais la 5e, on va l'imaginer. On va vous montrer 5 images. Vous devez juste nous dire ça ira ou ça ira pas. Et C'est le titre de l'émission. Oui, je sais, je suis en quelques secondes. Ça, merci. en quelques phrases. De réussir à répondre en quelques phrases. Ah, bon. Donc, le vote demain sur l'abrogation de la réforme des retraites, est-ce que ça ira ou est-ce que ça ira pas? Ça ira pas à cause des macroniers. Je veux dire, rendez-vous compte, pour moi, ils sont fous. Parce que, normalement, quand on subit des échecs électoraux en série et catastrophiques comme ça, on a un semblant de décence et d'autocritique derrière, et on ne fait pas de l'obstruction en déposant là plus de 1000 amendements. Enfin, quelques secondes, c'est très bien. Oui, on a dit quelques secondes, ça fait pas. Barnier, donc le Premier ministre, dont les jours sont comptés à Matignon, ça ira ou ça ira pas? Ça ira parce qu'il ne sera plus là, vraisemblablement. Mais après, quand même, la grande question pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce qu'on est capable de faire derrière? Et justement, Lucie Castet à Matignon, est-ce qu'elle ira ou est-ce qu'elle ira pas? Il faut continuer de la pousser, de la proposer. Et si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Et ça sera dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. On verra bien. Laurence Ruffin, votre sœur, à la mairie de Grenoble, on se dit, dans l'autre sens. Il est dit que ce sera probablement elle qui prendra la suite de Piolle à Grenoble. Elle ira ou elle ira pas? Elle fera ce qu'elle veut. Et moi, je pense que le pays serait bien fait. Je vous le dis franchement, ma sœur, elle serait ministre de l'économie. Voilà. Donc moi, je la voudrais encore plus à Bercy plutôt qu'à Grenoble, mais c'est son choix et voilà. Et pour terminer, du coup, tu n'as pas le dernier. Je ne sais pas où il est. On imagine un stade de foot, le stade de foot d'Amiens. Donc Amiens, 7e de Ligue 2, bientôt en Ligue 1, ça ira ou ça ira pas? Je souhaite qu'ils aillent rejoindre mon grand club de cœur, qui est les 100 et or du Racing Club de Lens. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, François Ruffin, d'avoir été avec nous pour cette séquence-là. Vous avez été le premier invité politique de CERA. Ça va, vous l'avez pas trop mal vécu? Non, j'étais hyper flatté d'être le premier invité politique de CERA. Je ne déconne pas. Et un plateau non, mais c'est vrai, je ne vais pas me remettre une médaille à la sortie. Un plateau de gauche, ça change? Oui, mais tu sais, c'est pas parce que les gens de gauche sont quand même des gens qui pinaillent, tu vois, donc c'est pas parce que je me dis que on est de gauche que ça va être confortable, hein, tu vois. Donc c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci à vous.